Le procès États-Unis contre Google vient donc de s'ouvrir à Washington. Il va durer 5 semaines et pourrait conduire, nous dit-on, au démantèlement de Google. On parle d'ores et déjà de procès du siècle, car il s'agit, pour le New York Times en tout cas, du premier procès en monopole de l'ère d'Internet. Fabrice Cepelboin, bonjour. Bonjour. Vous enseignez la guerre informationnelle à Sciences Po. C'est souvent à vous que j'ai recours dans cette émission pour nous expliquer la face immergée d'Internet et nous faire comprendre ses enjeux économiques. Alors ce procès est comparé au procès Rockefeller qui a eu lieu en 1914 et qui a conduit au démantèlement de la Standard Oil, le trust pétrolier, en 34 sociétés indépendantes. Est-ce que ça pourrait être la même chose? Non, c'est plus comparable au procès qui s'est tenu à la fin du XXe siècle contre Microsoft pour des raisons étonnamment similaires. On accusait Microsoft de placer leur navigateur Internet Explorer et de l'imposer à côté de leur système d'exploitation. Et ça a donné lieu, à l'époque, à des menaces de démantèlement, à un vrai risque de démantèlement. Et finalement, non, il ne s'est pas passé grand-chose. On a C'était en juste... 1998, si je me souviens Ouais, bien. ouais, ouais. Donc c'est plus comparable à ce qui s'est passé avec Microsoft et on peut imaginer que l'issue soit assez similaire. Mais que reproche-t-on à Google exactement? Alors ce qu'on reproche à Google, c'est d'avoir verrouillé une position monopolistique, de s'être débrouillé pour que la concurrence ne puisse même pas arriver, notamment, et c'est tout l'objet de ce procès, en tissant des partenariats avec des gens qui peuvent donner accès au moteur de recherche Google, tels que Apple et Samsung, à travers les navigateurs qui sont intégrés dans leur téléphone portable. C'est une petite partie de ce qu'on pourrait reprocher à Google, mais en tout cas, c'est sur cet élément-là que le procès a réussi à prendre et aura lieu. C'est pour ça que c'est très similaire avec le packaging qu'on a observé à la fin du XXe siècle entre le système d'exploitation Windows et le navigateur Microsoft Explorer. Et qui avait rendu à l'époque Bill Gates l'homme le plus riche du monde. Qui C'est avait cet rendu... accord-là qui l'a rendu immensément riche. Tout à fait, c'est l'un des éléments qui a fait la fortune de Microsoft. Ils ont quand même fait beaucoup d'autres choses qui justifient leur fortune, mais c'est effectivement un point à partir duquel l'accusation d'abus de monopole était incontestable. Alors dans le cas de Google, Google, sa domination est évidente, 90% du marché de la recherche sur Internet, et ça ne reposerait pas sur le libre jeu de la concurrence, mais sur l'érection de barrières à l'entrée en usant de moyens illégaux. L'entente avec Apple, par exemple, c'est une entente secrète au départ. Oh, ça fait longtemps qu'elle est plus secrète. Hein. C'est quand Mais même au un contrat départ, elle qui est... l'était. Au départ, elle l'était. C'est quand même des contrats qui se comptent en milliards de dollars. De mémoire, le contrat avec Apple, c'est 9 milliards reversés par Google à Apple pour qu'on puisse avoir dans son iPhone, par défaut, le navigateur qui pointe vers Google. C'est des sommes qui paraissent absolument dingues, mais au regard des revenus de Google, c'est pas si phénoménal que ça. Et ça lui permet effectivement de ne pas voir venir quelque concurrence que ce soit. Si sa domination était légale, s'il n'y avait pas d'entente, personne ne lui reprocherait rien. On lui reproche s'il y a malversation. On lui reproche qu'il y a malversation, mais l'idée que ces accords secrets puissent avoir un réel impact est quand même, il faut être honnête, démentie par le fait qu'en Europe, on a eu ce même type de procès, on a imposé la liberté de choisir son navigateur et ça n'a pas eu grand impact. Non, Parce tout le que monde va sur Google. tout le monde va sur Google, c'est un pli qu'on a tous pris, on est tous habitués à Google, aux résultats de Google, et puis il faut quand même être honnête, la concurrence n'est pour l'instant pas à la hauteur, et la seule concurrence qu'on a vu venir de façon très sérieuse, c'est ChatGPT, c'est-à-dire c'est une nouvelle génération technologique qui pourrait remplacer en tout ou partie la recherche telle qu'on l'a connue depuis 25 ans maintenant. Alors pour vous, il n'y a pas de risque de démantèlement. Pourtant, le Sherman Act, au début du XXe siècle, la loi antitrust, a permis le démantèlement de la Standard Oil. Oui, mais là, on est dans une situation où, d'un point de vue géopolitique, les États-Unis se préparent à se confronter à la Chine et même peut-être plus grave encore aux BRICS. Et donc, c'est vraiment pas le moment de découper leurs champions industriels quand, en face d'eux, ils ont également une puissance technologique non négligeable qu'est la Chine. Enfin là, le procès, il repose sur les épaules d'un juge. Il n'y a même pas de jury. Non, il repose tout à fait sur les épaules d'un juge. Maintenant, est-ce qu'un juge va à lui seul assumer le fait de sabrer la suprématie technologique des États-Unis dans un moment aussi critique?
franchement des doutes, ça serait très étonnant de la part des Américains. Cela dit, ce procès peut être intéressant, non, pour comprendre ce qui se trame sur Internet. Alors c'est un procès intéressant pour comprendre la façon dont ces technologies se sont emparées de nos quotidiens, dont ces technologies sont devenues totalement monopolistiques, dont un pays comme la France, qui est une colonie d'un point de vue numérique, s'est fait complètement envahir, hein, sans la moindre réaction, sans la moindre opposition à cet envahissement technologique. Google est une partie, on va dire, familière, mais si on regarde d'autres géants technologiques comme Amazon, Amazon a le côté grand public qu'on connaît tous, une espèce de supermarché en ligne, mais il est aussi le principal fournisseur d'infrastructures informatiques et il a comme ça conquis la totalité de notre industrie. Aujourd'hui, on a déconstruit les systèmes informatiques qu'on avait construits depuis les années 80 dans toutes les grandes entreprises françaises pour les reconstruire dans le cloud. Et le cloud, c'est pour l'essentiel Amazon, c'est-à-dire qu'on a désindustrialisé nos systèmes informatiques qui soutenaient toutes nos entreprises et toutes nos industries. Si demain, typiquement, le cours du dollar venait à monter, c'est des coûts qui ne seront pas maîtrisables, hein, par nos entreprises européennes et ça aura un impact majeur. C'est une perte de souveraineté majeure auquel on a assisté à travers le cloud. Si on peut, à travers le procès Google, commencer à raconter les tenants et les aboutissants, à la fois géopolitiques et économiques, qu'il y a derrière ces géants de la tech et le rapport qu'on a, nous, Français ou nous, Européens, vis-à-vis de tout ça, c'est une opportunité incroyable. Il faut sauter dessus. Mais il faut bien voir que Google, ce que ça a symbolisé pour nous tout à coup, dans cette forêt impénétrable qui était Internet, ça a été le premier instrument qui nous a permis de nous repérer là-dedans. Ah oui, tout à fait. Google, pour le monde occidental, c'est contemporain de la diffusion en masse de l'usage Internet. Avant Google, il y avait quelques olibrieuses dans mon genre qui avaient déjà un accès à Internet, mais pas grand monde. Google, pour le monde occidental, vraiment, c'est les premiers contacts avec Internet. D'où cette métaphore qui, pour les experts, est un peu idiote, de l'Internet, immense bibliothèque, accès au savoir, tout ça, parce qu'effectivement, Google donne l'impression finalement d'un bibliothécaire extrêmement efficace, extrêmement rapide, sur un corpus absolument inimaginable pour quelque bibliothécaire que ce soit. Si vous regardez le monde arabe, qui s'est éveillé à Internet un peu plus tard, il s'est éveillé avec Facebook. Et lui, sa métaphore de Internet, c'est des hommes qui échangent les informations entre eux. Ce qui correspond déjà à une réalité beaucoup plus concrète dans la société arabe, et ce qui est déjà beaucoup plus proche de la réalité de ce qu'est Internet aujourd'hui. Donc on est sur deux générations, deux civilisations différentes qui se sont éveillées à Internet à deux moments différents et qui ont finalement créé un inconscient collectif très très différent. Notre inconscient collectif à nous occidental est extrêmement primitif parce qu'il ne prend pas en compte les êtres humains. On est face à une bibliothèque dépeuplée dans laquelle on va interroger une espèce d'oracle qui va nous donner accès à des ressources. Dans le monde arabe, on est face à des êtres humains qui se tissent des réseaux entre eux et qui créent leur position sociale à travers leur capacité à récupérer et à rediffuser de l'information. On est sur une vision beaucoup plus sophistiquée et beaucoup plus contemporaine de ce qu'est Internet. Alors, et puis il y aura ceux qui vont s'éveiller à Internet avec ChatGPT. Ça va être encore autre chose. Ça, il y a les gamins qui vont s'éveiller avec ChatGPT, avec la crypto, avec le Web3, avec le métavers, avec tout un tas de choses qui dépassent la plupart des adultes aujourd'hui et qui offrent aussi une vision très différente. Le Web3, si on prend juste l'aspect crypto, qu'on oublie un peu l'aspect métavers, c'est quelque chose d'absolument fascinant sur un ensemble de technologies totalement différentes qui changent radicalement les règles du jeu et qui offrent des perspectives tout à fait nouvelles. Ça, pour l'instant, ça n'est accessible en termes de métaphore qu'à une petite élite, essentiellement des jeunes qui ont découvert ça et qui font joujou avec de la crypto et qui, à travers la crypto, sont arrivés à une compréhension de ce que c'est que la décentralisation, ce que c'est que la blockchain, ce qui est un concept technologique absolument ahurissant et qui renouvelle complètement la vision d'Internet. Alors ceux-là donneront une innovation et puis une société très très différente. Le rapport à la finance, typiquement, pour des gens qui sont nés avec la crypto, est très différent. Le rapport à la monnaie est très différent. C'est une génération qui comprend ce que c'est que la monnaie, ce qui, chez les adultes, est quand même l'apanage d'intellectuels qui s'y sont intéressés ou de gens qui ont fait les études qui allaient avec. Mais en dehors de ça, l'homme de la rue, non seulement ne sait pas très bien ce que c'est que la monnaie, mais s'en fout totalement et pense pouvoir s'en foutre sans conséquence. Les gamins d'aujourd'hui qui sont nés au moment de la crypto et qui ont touché, eux ont une compréhension très très fine de ce que c'est que la monnaie et du coup regardent l'évolution des taux directeurs avec une acuité qui n'est pas du tout celle de leurs parents. Et les taux, ils montent. Hein. On en a Les parlé taux hier. montent, oui. On en a parlé hier dans cette émission. Merci beaucoup, Fabrice Epelboin. J'aurai sûrement besoin de vous rappeler un de ces jours. À bientôt. À bientôt alors. Europe 1.